Il y a des gens qui utilisent, quand on est à l'extérieur, peut-être de vos communautés, les évaluations municipales, par exemple. C'est une très mauvaise idée. Ça ne répond pas à la valeur de reconstruction d'aucune façon. D'autres entreprises ont des évaluations sur la base de la valeur marchande qui ont fait faire pour fin de vente ou d'emprunt. À ce moment-là, ça non plus, ce n'est pas le meilleur indicateur. Il faut vraiment obtenir le coût de reconstruction à partir des actifs qu'on a. Dans notre réévaluation de nos valeurs, comme j'ai constaté à un moment donné, au niveau des équipements, il y a certains types d'équipements dont la valeur a explosé. Si on prend des usines de transformation de produits alimentaires, de produits de la mer, il y a beaucoup de stainless là-dedans. Et le stainless a peut-être augmenté de 5 à 6 fois sa valeur dans les dernières années. Donc, il faut avoir ce réflexe de se re-questionner là-dessus et aussi se re-questionner sur la disponibilité. On a un équipement qui est hyper performant, qui provient d'Allemagne, dans un moulin à scie. Alors, il s'agit de se valider, est-ce que je peux réobtenir un équipement semblable dans un délai raisonnable? Dans les moulins à scie, je dirais que de ce temps-ci, ils en ont trouvé de l'usager, là, mais quand même. Dans d'autres types d'industries, il faudrait se préoccuper de ça dans notre analyse de risque et d'évaluation de besoins. Entre autres, pour ceux qui sont en dehors des territoires, des communautés, est-ce qu'on a un droit de reconstruction à cet endroit-là si on passe au feu? Il y a des choses à faire, à vérifier, à modifier dans nos portefeuilles d'assurance, dépendamment si on n'a plus le droit de reconstruire, compte tenu que c'est une activité qui est prohibée dans un secteur X, par exemple. Alors, ça aussi, ça devient un élément qu'il faut valider. Au niveau, après ça, je m'excuse, l'évaluation de vos marchés. Là, évidemment, on parle surtout des entreprises, on parle moins des communautés, les marchés étant des communautés, des marchés locaux. Mais des entreprises, par exemple, qui auraient des opérations en dehors du Québec ou du Canada, par exemple aux États-Unis ou ailleurs, où on vend des produits, où on fabrique au Québec, mais on vend ailleurs. Si on fabriquait ailleurs, c'est encore pire. Il faut s'assurer que dans nos contrats d'assurance, dans notre analyse de risque, est-ce que notre assurance responsabilité civile comporte les bonnes limites, encore une fois, par rapport à ces marchés-là? On n'a pas les mêmes besoins au Québec en limite d'assurance qu'aux États-Unis. On n'a pas les mêmes besoins au Québec qu'aux États-Unis en garantie d'assurance. On a des employés américains qui ne sont pas couverts par les CSST de ce monde, et à ce moment-là, ça prend des assurances un peu différentes. Au niveau, puis aussi, au niveau des acquisitions, à ce moment-là, bien, les acquisitions, ça peut vous permettre toutes sortes de choses. Un, faire du balisage. J'achète un concurrent qui fait une business comparable à la mienne. Comment il paye d'assurance par rapport à moi pour des choses qu'on peut comparer. Et ça peut aussi vous créer un effet de levier. C'est-à-dire qu'on a des budgets X, on a des revenus de temps, on fait une fusion ou une acquisition, on augmente nos capacités budgétaires, on a un effet de levier. L'effet de levier est à différents niveaux, mais on a un premier effet de levier qui est l'attrait des soumissionnaires. Si on paye une prime de 25 000 $ ou 50 000 par rapport à une de 300 000, c'est évident que plus que le volume de primes en jeu est important, meilleur qu'on peut avoir des résultats pour attirer des gens. Au niveau de la capacité financière, ça a aussi un impact sur vos structures de rationalisation. On va parler un peu plus loin de niveau de franchise, par exemple. Alors, les niveaux de franchise, quand on est une entreprise X avec un budget Y, bien, on se dit qu'on est capable d'assumer des franchises de tel niveau sur nos actifs, sur l'automobile, sur la responsabilité. Mais lorsqu'on a un budget ou des revenus plus importants, bien, il pourrait arriver que cet effet-là fasse en sorte qu'on puisse augmenter nos niveaux de franchise, le cas échéant, ou même abandonner de l'assurance sur certains actifs. Ça pourrait arriver. Par exemple, sur une flotte de véhicules, on pourrait, après avoir fait les calculs appropriés, déterminer que notre assurance collision sur les véhicules n'est pas rentable dans le sens que ça nous coûte plus cher d'assurance que collecter un accident ou 2-3 ans, dépendamment de notre historique. Je vous donne un exemple qui est d'hier. J'ai un transporteur qui a 133 remorques qui valent 35 000 $ neuves. Et la prime d'assurance est 41 000 avec une franchise de 10 000. Le calcul n'est pas trop long pour dire qu'on n'assurera plus aucune remorque pour ses propres dommages. On assure la responsabilité civile, c'est obligatoire, mais dans ce cas-ci, c'est une décision d'hier. Déjà, le client va abandonner l'assurance collision. C'est un exemple de rationalisation et de valider par rapport à nos possibilités de supporter de plus en plus de réclamations. Au niveau de l'évaluation des besoins d'assurance, bien, vous
comprendrez qu'on vient de valider qu'on a plus de revenus, qu'on a peut-être des opportunités qui sont créées de façon additionnelle. Alors là, dans notre programme d'assurance, on a une incidence directe. Si on a acquis une entreprise qui travaille à l'extérieur, on va revoir nos limites. On vient d'en parler au niveau des marchés, au niveau des activités. Je vous parlerai aussi des rétentions. On a parlé de rétention dans taux de franchise. Normalement, pour bien vous situer au niveau de l'appréciation de vos niveaux de franchise, dans un premier temps, c'est de valider votre historique de réclamation. Au niveau des 5 dernières années, quel était notre historique de réclamation? Combien on a eu de réclamations? C'était quoi les montants des réclamations? C'était quoi les causes? Si on les a éliminées, tant mieux, on n'en aura plus. Est-ce qu'on peut pointer des situations particulières pour les éliminer? Fait que ça, à ce moment-là, ça va vous amener à avoir une réflexion sur le niveau de franchise qu'on devrait retenir. Règle générale, on assume ce qui est supportable et on assure ce qui peut mettre en péril l'entreprise. Ça ne sert à rien d'assurer des pick-up qui ont 10 ans qu'une franchise de 2 500 $ quand le pick-up en vaut à peu près 3 000. Alors, ça ne met pas en péril l'organisation ou l'entreprise. On en perd un, on élimine cette assurance. Il faut vraiment se focusser sur les choses qui sont susceptibles, les réclamations ou les sinistres à réaliser, qui sont de nature à mettre en péril l'organisation. C'est important aussi de revoir vos opérations, vos chiffres d'affaires, parce que n'oubliez pas qu'en assurance responsabilité, par exemple, c'est tarifé en fonction d'un produit, en fonction d'un chiffre d'affaires. Mais ce chiffre d'affaires et ce produit-là peut varier dans le temps, ce qui fait en sorte qu'au bout de l'exercice réel, les chiffres d'affaires qu'on a déclarés ne sont peut-être pas tout à fait à niveau avec ce qu'on a dit au départ comme assurance. Alors, il faut s'assurer qu'on déclare les bons chiffres d'affaires pour ne pas payer des primes pour rien. Et il y a moyen, si on est dans une business où actuellement on est en la hausse au niveau des chiffres d'affaires, on peut négocier avec son courtier une prime fixe. Si on est dans une business où le chiffre d'affaires peut être en déclin, on peut négocier une prime ajustable. À ce moment-là, donc, si le marché est à la hausse, bien, pour l'année qu'on a faite, on ne paiera pas plus cher. Si on est dans un déclin, bien, il est préférable d'aller rechercher des crédits ou des ristournes. Il y a aussi des assureurs, je dis pas des courtiers, des assureurs qui imposent des primes minimales, mais l'aspect légal des primes minimales au niveau de la tarification, c'est à discuter. Ça ne passerait pas le test devant une cour, à mon avis, d'avoir une prime minimale. L'assureur ne peut pas collecter plus de primes que pour le risque qu'il a couvert. Donc, si on cancelle une police après 6 mois, il n'y a pas de raison de ne pas me donner un crédit pour les 6 mois, là, toute proportion gardée, là, mais il ne pourrait pas dire je retiens 90 de la prime. Là. Ça deviendrait, à mon avis, illégal. Au niveau de la rationalisation, je n'ai parlé un peu tantôt, on va être un petit peu redondant, c'est de s'assurer qu'on assure ce qui est hasardeux et d'éliminer les actifs non nécessaires ou pour lesquels il n'y a pas de risque. Je vous donne un exemple que j'ai vécu dans la région de Chapèche-Chibougamau il y a quelques années, où l'entreprise de transport Moulancy assurait pour plus qu'1 million d'inventaire de bois brut dans la cour, de la bille verte dans la cour. D'une part. D'autre part, ces pics les plus élevés étaient en hiver. Donc, à ce moment-là, la décision qu'on a prise, c'est qu'on assure 0 inventaire dans la cour en produits bruts. C'est sûr qu'il a fallu une lettre au banquier pour dire qu'il n'y avait pas à s'inquiéter sur cette démarche-là, mais il n'était pas utile d'avoir de l'assurance là-dessus. Et c'est carrément des gains parce qu'on sauve de la prime à cet égard-là. Au niveau des échéances des polices d'assurance, puis au niveau du nombre de polices d'assurance, on constate souvent que les entreprises ont des polices d'assurance, une en biens, une en automobile, une en responsabilité et quelques autres types, à des dates différentes. Ce n'est pas propice à créer un effet de levier et un pouvoir de négociation. Toujours avoir les polices toutes à la même date d'échéance. Même plus, si on a 2 ou 3 entreprises dans lesquelles les actionnaires sont les mêmes ou une organisation qui fonctionne sur 2 ou 3 noms, pas de raison d'avoir des polices distinctes pour chacune des entreprises. Très facile d'avoir un seul et même contrat qui regroupe tout le monde. Encore une fois, c'est l'effet de levier par rapport à la valeur totale assurable.